Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Talk France Info. Comment ça va? Bonsoir tout le monde. Oh là là, oui, aujourd'hui on a eu pas mal de péripéties, je vais vous raconter tout ça. Avant, je vous explique quand même ce qu'est le Talk, puisque je vois déjà dans le chat qu'il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Donc bienvenue à ces nouvelles personnes. Merci de venir regarder ce qu'est le Talk. Merci de venir sur la chaîne Twitch de France Info. Le Talk, c'est en gros 1 heure de débat tous les soirs du lundi au vendredi sur Twitch de 18 à 19 heures. En fait, on s'arrête sur un sujet d'actualité, un sujet de société, et on en parle ensemble pendant 1 heure. Donc vous, dans le chat, vous réagissez, vous posez vos questions si vous en avez envie. Et puis nous, on a des invités qui sont là en plateau, qui sont là parfois en duplex. Et voilà, on débat ensemble. Moi, je transmets vos questions. Et puis voilà, je voulais quand même vous montrer le dessin qui illustre le thème de l'émission de ce soir. Regardez, c'est encore Jugraph, habitué du talk, Julien, qui nous a dessiné ça. C'est un hacker qui est dessiné. Et dans la bulle, je vous lis parce que c'est un petit peu petit, il y a écrit « C'est une vengeance pour ne pas avoir eu un sparadrap Superman en 2004 ». Merci beaucoup à Jugraph, à Julien, qui a l'air bien parti pour nous faire, j'ai l'impression, un dessin chaque soir qui illustre le thème du talk. Donc c'est un peu notre coco à nous, finalement. Donc oui, pas mal de péripéties. Je tiens à remercier Joey Quadio, qui est la programmatrice du talk de l'émission, parce que ça a été une journée compliquée. Il y a un invité qui n'a pas pu venir, donc on a dû en trouver un autre. Et donc, ça va être notre invité ce soir. Donc ça a été le premier coup de chaud. Et l'invité qui devait être avec nous en plateau ce soir est coincé dans les embouteillages. Donc, je ne sais pas s'il pourra être là, mais c'est pas grave. On a un invité et un très bon invité, donc ça va le faire. Ce soir, les amis, on va parler de la cyberguerre. Une guerre souterraine, protéiforme et opaque, utilisée pour affaiblir, diviser, intimider des adversaires ou pour se faire de l'argent. Les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses en France et dans le monde. Il y a de plus en plus d'entreprises et d'institutions qui en sont victimes. Le site cybermalveillance.gouv.fr, par exemple, a vu sa fréquentation par des entreprises augmenter de 95%. Sans compter les attaques qui visent les hôpitaux. Est-ce que vous avez vu ça, le chat? Est-ce que vous en avez entendu parler? Il y en a beaucoup ces derniers temps. En 2021, il y en a eu une centaine en tout, répertoriées dans 500 hôpitaux à peu près. Et la dernière, elle s'est produite samedi dernier, c'était dans le centre hospitalier de Versailles, André Mignot, dans les Yvelines. Une rançon a été demandée, le système informatique paralysé, des opérations déprogrammées et des patients transférés. Aujourd'hui, France Info a appris également que le centre hospitalier d'Argenteuil avait déjoué une tentative de cyberattaque. C'était la semaine dernière, mais on l'a appris aujourd'hui. Et tout ça ne devrait pas aller en s'arrangeant, selon l'entreprise de cybersécurité américaine Trellix, qui prévoit des pics de cyberattaques causés par les conflits géopolitiques en Asie et en Europe. Alors, qui en veut à nos hôpitaux? Pourquoi la France est-elle visée? Et que deviennent les données qui sont dérobées? Comment contrer cette menace? Comment se protéger? Et puis plus largement, on va se demander aussi comment le contexte géopolitique façonne-t-il le cyberespace et jusqu'où ces cyberattaques peuvent-elles aller? Et notre invité, notre unique invité pour le moment, je vous le présente tout de suite. Il est en duplex et il s'appelle Damien Bancal. Hello! Bonjour. Est-ce que vous entendez bien Damien, le chat? Est-ce que il vous fait pouvez... très bon là. Le chat, est-ce que vous pouvez nous dire si vous entendez bien? Et comme ça, on attaque. Dites-nous. On a un écho. Ah, mince alors. Je vais tenter quelque chose alors. Est-ce que là, ça va mieux? Damien, si tu parles? Bien sûr, je vais parler. Est-ce que vous m'entendez bien là? Allô, allô? Est-ce que vous avez toujours un petit écho? Écho encore. Bon, alors, le chat, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement si l'écho est supportable ou pas?
Ah, le son est trop faible. Ton son est trop faible, Damien. Il est trop faible mon son, donc je vais approcher ma bouche de mon micro, je vais Ouais, accentuer le son et dites-moi si tout fonctionne bien maintenant, les joies de la technologie. ouais. Dites-nous si tu parles encore un petit peu, Alors Damien. je vais parler un petit peu. Bonjour, bonsoir, en direct de Lille. Ah, Je suis trop fort le son. OK, donc là, je vais le baisser un petit peu. Est-ce que ça va mieux maintenant pour vous? Les joies des nouvelles technologies. Ouais. Il y a toujours un écho. Alors ça, j'avoue que Mmh. je sais pas tellement comment le régler. Attendez, si je fais ça, si tu parles, Damien? Alors je vais continuer à parler. Bonsoir à toutes et à tous. En direct dans le talk, on va parler OK. cybersécurité. On Ça continue comme ça? mmh On continue comme ça. Oui, il y a un petit écho. Mais il y a Pierre D'accord. Quintard de la technique qui vient d'entrer. Ah, pas d'écho du tout. Eh ben c'est bon? Ah, s'il y a plus d'écho, ça tant mieux. C'est bon, c'est OK. Pierre, tout va bien. Oui, j'ai diminué le petit volume, du mélangeur duplex. Le chat nous signale que c'est OK. Ben, on va du coup Eh bah, commencer. tant mieux. Parfait. Damien, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé, samedi à l'hôpital de Versailles? Alors samedi, eh bien malheureusement, comme des centaines de cas, hein, soyons très, très clairs, on a des pirates informatiques qui ont trouvé le moyen de rentrer dans un système informatique et aujourd'hui, ces pirates informatiques, que font-ils? Ils rentrent, ils trouvent le moyen, ils vont tenter de passer de machine en machine, hein, parce que leur mission à eux, clairement, est de collecter un maximum d'informations. Pourquoi? Les collecter leur permettra de faire chanter l'entreprise. Et ensuite, ils bloquent tout. Ils vont bloquer les ordinateurs, ils vont bloquer un maximum de systèmes informatiques pour ensuite rançonner l'entreprise. C'est simple, hein, ils laissent un message. Alors, c'est souvent un message texte. On a connu des pirates informatiques qui téléphonaient aussi, hein. Et là, ils vous disent tout simplement, eh bien voilà, donnez-nous 10 millions. Voilà, on voudrait 10 millions et si vous nous les OK, donnez, eh bien, tout va pouvoir, fonctionner. OK. C'est bon, l'écho, le souci d'écho est réglé. Merci beaucoup Pierre, merci le chat. Le chat qui est le C'est ça. c'est les assistants techniques de l'émission, c'est parfait. Merci Pierre. Donc, il demande des rançons, Oui. mais alors, quel est l'intérêt pour des pirates de demander des rançons à des hôpitaux? Et c'est là où on se rend compte qu'on a clairement affaire à des gens qui attaquent un petit peu tout et n'importe quoi. C'est l'occasion qui fait le larron, hein. C'est un bateau de pêche, ce pirate informatique. Pensez Boulogne-sur-Mer, Marseille, peu importe, vous êtes un bateau de pêche, pirate, et vous lancez votre filet dans cet océan qu'est l'internet. Tout ce qui tombera dedans, tous les poissons, du coup, deviendront une potentielle victime dans ce rançonnage. Donc, en fait, ces pirates informatiques, surtout ces groupes dédiés au ransomware, hein, au rançonnage, ils ont des petits bras, des petits soldats qui vont attaquer à droite à gauche et ils ne savent même pas la plupart du temps qui ils ont attaqué. Ils savent simplement, ils ont une alerte qui leur dit, ben voilà, on est rentré dans une machine, on a pu copier des fichiers, on a pu les bloquer, on leur a laissé un message. Maintenant, attendons que cette entreprise nous contacte pour qu'on puisse discuter. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, si tu sais, si tu connais les conséquences que cette attaque a eues, spécifiquement à l'hôpital de Versailles? En gros, ils ont décidé de couper un petit peu leur, enfin de mettre leur système informatique à l'arrêt, donc ils sont passés en mode, papier et stylo, donc ça, c'était pour se protéger, j'imagine? Oui, oui, complètement. Bah, justement, la protection est obligatoire parce qu'une fois que les pirates sont rentrés, surtout dans un secteur sensible comme celui-ci, hein, et d'ailleurs, on peut même saluer, là, d'entrée de jeu, les informaticiens et le fait d'avoir réussi à bloquer le plus rapidement possible cette Ouais. intrusion. Et ben, il faut tout arrêter. Il faut tout arrêter parce que d'abord, il faut savoir par où sont passés les pirates informatiques. Clairement, il faut savoir quelle est la porte d'entrée. Un ordinateur oublié dans un coin, une mise à jour qui n'a pas été faite, un courrier électronique sur lequel quelqu'un a potentiellement cliqué, surtout sur la pièce jointe, etc., etc. Il faut éviter, bien sûr, que ça se propage, hein. C'est clairement les pirates informatiques, c'est le mal, hein. C'est quelque chose qui va se répandre comme un virus. Et donc, il faut les bloquer. Il ne faut pas qu'ils aillent s'installer dans d'autres ordinateurs pour voler d'autres fichiers. Pire encore, s'attaquer par exemple à l'informatique qui va gérer eh bien, les insulines, qui va gérer par exemple les robots qui vont permettre une opération, je ne sais pas, à cœur ouvert au même moment. Donc voilà, c'est une obligation. Il faut tout couper. En tout cas, il faut tout bloquer. Il faut compartimenter comme dans un sous-marin, hein. Voilà, il faut éviter que les gens se retrouvent avec eh bien, surplus de pirates informatiques parce que eux, une fois qu'ils sont dans la place, si on ne les voit pas, ils vont tout faire. Ouais, ça se propage, Oui, oui. Alors je vais prendre, si ça te va, on fait un Ah, mais petit bien tour sûr. dans le chat. Je vois qu'il y a pas mal de questions.
Synode qui nous dit, «Mais pourquoi ils attaquent pas Total et LVMH?» Mais c'est déjà Mais arrivé, j'imagine quand même alors, des c'est ça, et vu on va malheureusement, c'est une façon de parler, on va le rassurer. Il faut savoir que rien qu'aujourd'hui, des pirates informatiques qui ne font que dans le rançonnage, hein, on ne parle pas des autres types de cyberattaques, c'est plus de 80 entreprises aujourd'hui qui ont été attaquées, hein. Donc il y a eu des cliniques, il y a eu, des avocats, des sociétés très importantes, ils attaquent tout le monde. Comme je le disais, ce bateau de pêche, hein, il faut vraiment se le représenter comme ça avec leur filet. ça y est, on le voit. Tout ce qui tombera dedans, eh bien, va être piégé et donc va être potentiellement une victime qui payera ou non, en tout cas, qui va se faire, voilà, le chantage est là, hein. Une fois qu'ils ont rentré, qu'ils ont pu voler des fichiers, les pirates vont dire: «Bon, ben voilà, vous payez et on vous débloque tout, vous payez ou on diffuse tout». Là, voilà, c'est un vrai problème. Ça, on va revenir là-dessus, sur la diffusion des données, on a Kyle CM, salut Kyle, dans le chat qui nous dit: «Probablement que les hôpitaux, c'est pas les trucs les plus sécurisés en plus». Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que, c'est une cible, facile? Parce que, bah, peut-être que les hôpitaux, publics, en tout cas français, ils ont, bah, voilà, un parc informatique qui est peut-être, un peu vieux, pas assez sécurisé? Je Qu'est-ce que dirais tu pas peux nous dire là-dessus? Non, je dirais pas ça, parce que je côtoie énormément d'informaticiens ou de responsables informatiques dans des hôpitaux. Bah, déjà, ils travaillent avec les budgets qui leur sont alloués, donc ça, c'est un peu compliqué. Ils Mmh. travaillent aussi avec le fait qu'ils ont, des ordres à recevoir et surtout à accomplir, et la cybersécurité n'était pas obligatoirement une priorité, même s'il ne faut pas oublier que le ministère de la santé sociale française a un pôle cybersécurité où il y a beaucoup de formation, il y a beaucoup d'éducation, et cetera, et cetera. La numérisation des hôpitaux, il suffit de voir un certain nombre de centres hospitaliers français qui sont à la pointe des nouvelles technologies, hein. On parlait tout à l'heure d'opérations avec des robots à distance, et cetera. Donc, cette informatique et cette sécurisation, elle a toujours été là. Mais on a un véritable problème aujourd'hui, c'est qui? C'est les pirates, hein, qu'on le veuille ou non. C'est des populations qui ont transformé cette espèce de malveillance qui a encore une quinzaine d'années. Moi, ça fait 30 ans, hein, que je travaille sur ce sujet. Allez, on va dire qu'il y a encore 15 ans, c'était deux, trois malveillants qui réussissaient des coups et on n'en parlait pas parce qu'ils n'étaient pas devenus des professionnels. Aujourd'hui, on a clairement des entreprises de la malveillance où on a du service marketing clairement complètement fou avec des logos, des codeurs, on a des services après-vente. On peut les contacter en disant: bah, écoutez, vous me demandez 1 million de dollars, est-ce qu'on ne peut pas baisser les coûts? Ouais, Voilà. donc en gros, c'est plus des petits, en gros, ce que si je comprends bien ce que tu dis, il y a une sorte de Ah professionnalisation oui, oui. du piratage et donc c'est plus des actes isolés avec, voilà, le petit hacker dans son coin, enfin ça, c'est un peu le cliché qu'on a, mais C'est complètement raison. On n'est plus, enfin, il en existe encore beaucoup, hein, de petits, pirates, mais 100 petits pirates, ça commence à faire une petite armée, loin d'être négligeable. Mais on a aussi véritablement aujourd'hui des vrais professionnels. On prend des exemples de ces rançonneurs. On a vu là dernièrement Logbit, dont l'un des membres a été arrêté par, justement, entre autres, la gendarmerie française au Canada. ouais. C'est quand même un commandant, on va dire, qui quand même annonçait à avoir une centaine de petits pirates à ses ordres. Ça commence à faire du monde, vraiment. Tu vas nous raconter ce que c'est exactement Mmh. Logbit, mais je complète, enfin, il y a Kyle qui complète en disant, «J'ai bossé pendant 3 ans au CEA», donc le commissariat à l'énergie Mmh. atomique, j'imagine, et c'était des tarés de la sécurité informatique, mais apparemment, il y avait des milliers d'attaques par jour. Oui, oui, oui. Du coup, on avait plein de formations sur la cybersécurité. J'ai appris des tas de choses. En fait, c'est presque dommage qu'il n'y ait pas de cours sur la cybersécurité pour le grand public. Alors, là, pareil, hein, heureusement, il y en a de plus en plus. Alors moi, des exemples, hein, je donne des cours dans des écoles. J'ai même participé à l'une des premières licences qui s'appelait la CDSI à Maubeuge et Valenciennes, qui a été la première licence Ethical Hacking, qui étaient des jeunes informaticiens ou des anciens qui souhaitaient s'orienter, dans la cyber, et ça a plus de 10 ans. Aujourd'hui, la formation, il a complètement raison, hein. Il faut se former, il faut s'éduquer, il faut clairement se mettre dans sa tête en se disant: «Ça n'arrive pas qu'aux autres». Aujourd'hui, on est tous des potentiels cibles par un pirate informatique. Pour X raisons. Les premières raisons, ce sont les données que j'ai, et je ne parle même pas des données bancaires, qui vont l'intéresser parce qu'il va pouvoir les commercialiser. Mais l'éducation, la formation et surtout, il faut clairement que les gens se disent, voilà, ça peut potentiellement m'arriver. C'est comme quand je suis en voiture, hein. Je peux crever, je peux, remettre de l'huile, je dois mettre de l'eau dans mes essuie-glaces. On l'apprend à l'auto-école, on l'apprend avant d'avoir son permis. L'informatique, ça devrait être exactement pareil. Comprendre comment réagir, d'abord comment agir pour pas se faire piéger, réagir en cas de piège et comment alerter les autorités ou des gens qui pourront venir vous aider.
Il y a, Disnou qui dit, «Est-ce que ça veut dire que les moins bien protégés, sont ceux qui sont le plus attaqués?» Oh non, bah, non, non, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces pirates informatiques, d'abord, ils vont à la main, hein, voilà, je sais pas, aujourd'hui, je m'intéresse qu'aux architectes parce que je suis intéressé pour des plans qui pourraient, être vendus à des gens qui s'intéressent à des banques, à des prisons, et cetera, et cetera. Mais ces pirates ont aussi des outils. Ils ont des outils sur lesquels ils font je vais vous montrer une technique que la NSA ou les services secrets, sont totalement, passionnés. Ils font ça, clic, voilà, ils ont un outil, ils ont cliqué dessus et cet outil va commencer à visiter les internets, des sites web pour trouver des failles, pour trouver des problématiques, ou tout simplement le clic va envoyer 10 millions de mails sur lesquels il se fait passer pour une banque ou un fournisseur d'accès à Internet. Et sur ces 10 millions, eh bien, il y aura peut-être que 10% de gens qui vont se faire piéger. Eh bien, pour lui, c'est une manne exponentielle de future malveillance, voire d'argent même direct. Alors je vois, Gizmo34 qui dit: «Manon, elle n'a pas son permis». Mais si, j'ai mon permis de conduire, voyons. Si, si, j'ai mon permis de conduire. Damien, tu disais, donc sur les cyberattaques qui ont visé les hôpitaux, le but, demander une rançon pour Mhm. obtenir de l'argent. La doctrine, c'est de ne jamais payer, Ah oui, ça c'est clair. quand on est en tout cas à un hôpital public. Est-ce qu'il y a un autre but? Collecter des données de santé? Oui, alors là, dans tous les cas, c'est ce pirate informatique, une fois qu'il s'est infiltré, on prend un exemple très concret, NetWalker, qui est un autre pirate informatique arrêté, lui aussi au Canada, il y a maintenant quelque temps et qui vient de prendre 20 ans là, de prison ferme aux États-Unis. Dans son interrogatoire auprès des autorités, hein, qui a été filmé, il le dit très clairement. Son groupe de pirates, ils ont fait des milliers d'entreprises, eh bien, nous, on commençait à s'attaquer, à s'intéresser aux entreprises le vendredi, parce que le vendredi, les gens sont beaucoup plus dans l'état d'esprit du week-end. Et puis après, une fois qu'on était installé dans l'ordinateur qui allait nous permettre la cyberattaque, eh bien, le week-end, on fouillait, on cherchait. On cherchait quoi? La comptabilité. On cherchait quoi? Les ressources humaines. On cherchait quoi? Les clients. Parce qu'ils récupéraient toutes les données considérées comme sensibles, et elles le sont, et ça permettait d'avoir un levier psychologique envers la direction et l'entreprise en disant, ben voilà, on vous a tout bloqué, vous ne payez pas. OK, vous avez des process qui vous permettent de tout remettre en place. Vous voulez pas nous payer? Eh bien, maintenant, vous allez nous payer notre silence. Parce que toutes les données qu'on vous a volées, eh bien, si, vous ne payez pas, on les diffuse. Moi, en 2015, j'avais rencontré des pirates informatiques qui m'expliquaient déjà à l'époque: «Ah bah, c'est simple, hein, on est le double effet RGPD». Alors le RGPD rapidement, hein, mai 2018, c'est la protection de nos données et cetera, cette loi européenne qui impacte toute la planète, mais qui est depuis 2018 pour nous, citoyens et utilisateurs. Dès 2015, les pirates informatiques disaient: Nous, on est très contents de ce RGPD parce que l'entreprise va nous payer notre silence ou alors elle va être poursuivie et condamnée par les CNIL, les avocats, etc., parce qu'elle n'aura pas voulu nous payer, parce qu'on aura tout diffusé. La problématique, elle est là. On a des vrais, aujourd'hui, c'est un terme que j'avais inventé, le marketing de la malveillance. Ouais. Ils l'ont, c'est fou. Et ces données, si elles sont, mises en vente sur le dark web, qui les achète? Ça intéresse qui? Alors, c'est le général Angoire, celui qui a créé, qui est co-auteur du FIC, le Forum international de la cybersécurité à Lille. C'est d'ailleurs au mois d'avril l'année prochaine. Il avait inventé le terme de Black Note. Qui sont les acheteurs? Eh bien, c'est simple. Ça peut être n'importe qui. D'abord, des professionnels de la malveillance. Eh bien, c'est simple, hein, je suis un pirate, j'attaque un hôpital, ou un avocat, ou un boulanger, peu importe. J'ai volé sa base de données comprenant tous les mails de ses clients, ou de ses patients, de ses usagers. Eh bien, ces mails, je vais trouver un acheteur qui, lui, ne s'intéresse qu'au phishing, à l'hameçonnage, qui se fait passer pour un opérateur, qui se fait passer pour Amélie, pour les impôts. Je vole aussi les numéros de téléphone. Eh bien, j'ai un autre acheteur, un autre pirate informatique qui, lui, va ne s'intéresser qu'au téléphone portable. Pourquoi? Parce qu'il peut envoyer des SMS, des MMS, etc., etc., par exemple pour le CPF. Et puis après, on a les Ah Black là Note. là. Oui, le Pardon. CPF. Non, mais je Ah réagissais au oui, oui. CPF. Et donc, on a d'autres Black Note aussi, qui, eux, vont venir s'intéresser à, eh bien, par exemple, Manon, tu utilises le même mail et le même mot de passe sur différents sites internet, parce que, bah, tu vas faire tes courses, donc tu as ce même mail, même mot de passe, tu vas au cinéma, même mail, même mot de passe, tu as ton association, même mail, même mot de passe. Eh bien, il y a des Black Note qui vont dans des boutiques qui vendent tes accès. Et donc, du coup, ils vont C'est le retour de ceux qui viennent du ciel. Quel est ton plan? Notre maison est ici. Notre famille est ici. C'est ici que nous résisterons. Nous devons protéger notre peuple. Finissons-en.
my family. Karim eats goals for breakfast. Leo, he's one of a kind. Nobody's faster than Hakimi. Catch our family reunion all World Cup long. Usurper et utiliser ta carte de fidélité. Et à partir de là, eh bien, ils vont voler ton argent par ce biais-là. Nicolas Arpagian. Bonjour Damien, bonjour. Ah, mais il est beau, Bonjour. il a couru. Sportif. Vous êtes là, ça C'est y ça. est. Bon, mais ça va alors. On pensait qu'on Une n'allait ville- jamais en fait, vous une ville avoir. sans électricité. J'ai testé ce qu'était une ville sans électricité. Je ne nous le souhaite pas. Voilà. Pourquoi une ville sans électricité? Bah non, des coins du bois de Boulogne totalement privés de courant et donc pas de feu de circulation. Et l'intuition des automobilistes ne suffit pas à réguler un flux de circulation, manifestement. Bon, on est content de C'est vous gentil. avoir. Nicolas Arpagian, directeur de la stratégie en cybersécurité de Trend Micro, spécialiste de l'analyse de la cybermenace. Et votre dernier livre, Numérique, comment survivre à la confusion qui vient, aux éditions de l'Observatoire. Voilà, vous êtes bien installé, tout va Très bien. confortable. En Vous plus, parlez- avec le camarade Damien, tout va bien. Ben oui, vous connaissez. Bon, on était là sur le volet cyberattaque dans les hôpitaux. Et ce que je demandais à Damien, c'est donc il y a des rançons. On dit voilà, en gros, si vous payez pas, on va mettre les données des patients sur le dark web et on va les vendre. Mais je demandais qui achète ces données. Ça intéresse qui? Bah, en fait, alors évidemment, ce sont des organisations Vous criminelles. pouvez parler encore Ce plus. sont des Ouais, parfait. organisations qui vont exploiter ces données. Pourquoi? Parce qu'elles sont précises, elles sont à jour et elles sont nombreuses. Et donc, effectivement, elles vont les utiliser pour conduire des opérations d'usurpation d'identité. Pourquoi? Parce que toutes les composantes de ces informations qui sont présentes dans un fichier aussi sérieux que celui d'un hôpital, ce sont des informations réelles. Vous n'avez pas mis votre pseudo, vous n'avez pas mis un email jetable, vous avez donné votre vrai numéro de sécurité sociale. Et donc, ça peut conduire alors soit à des opérations d'usurpation d'identité, notamment par exemple, vous voyez, pour obtenir des... Alors, il ne s'agit pas de recommandations, parce que ça reste des activités illicites, mais il y a un certain nombre de démarches administratives, de souscription, par exemple, à des crédits en ligne qui peuvent être faits en reconstituant des feuilles de paye. Vous avez le numéro de sécurité sociale, vous avez éventuellement les éléments du CV grâce à LinkedIn, vous avez une adresse, vous avez des éléments donc très concrets qui peuvent constituer des matériaux utiles, exploitables pour conduire des opérations malveillantes. Et puis, il y a tous les messages qu'on va vous écrire directement, c'est-à-dire pour, évidemment, vous aurez d'autant plus confiance dans le message qui s'adressera à vous en invoquant, par exemple, votre numéro de sécurité sociale, en disant nous sommes bien l'établissement un tel ou l'administration une telle. Donc, ça peut constituer des éléments de fraude ultérieure. Donc, ces données, elles peuvent intéresser les personnes malveillantes, on va dire. Et est-ce qu'elles peuvent potentiellement aussi intéresser, je sais pas, les assurances Alors, ça, c'est un... Ou c'est un peu un mon mythe? Je pose la question parce que je Mon pense qu'il y en a sentiment. beaucoup qui se la Mon posent. sentiment, ça c'est un fantasme. C'est Voilà. un fantasme parce que c'est compliqué. Alors déjà, il y a la notion de recel. Le recel, c'est quand vous utilisez le fruit d'un vol. Ça, c'est pénalement, c'est un délit, exactement. Il s'avère que faut garder à l'esprit que votre assureur, quand vous souscrivez pour un emprunt notamment, en fait, il va vous demander, il va vous poser les questions directement. Il va vous demander votre historique financier, il va vous demander votre CV. Et puis, je vous rappelle qu'un certain nombre d'assureurs disposent de leurs propres cabinets médicaux, ou en tout cas de manière à vous faire passer toute la batterie d'examens qui constituera, pense-t-il, la crédibilité de votre projet financier. Donc, on est moins dans cette logique, j'allais dire, de blanchiment, c'est-à-dire que des activités illicites seraient utilisées par des entités légales, légitimes. Très sincèrement, voilà. Alors après, une entreprise, et l'actualité judiciaire l'a démontré, peut être cliente de données personnelles qui devraient rester confidentielles. Mais là, à ce moment-là, l'entreprise, évidemment, elle-même ou leurs dirigeants se mettent de fait dans l'illégalité. Damien, une réaction là-dessus? Je suis complètement d'accord, d'autant plus que jouer avec les données, ça peut coûter très très cher. Sauf qu'on a un énorme problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de pirates informatiques qui, une fois qu'ils ont trié les données, qu'ils ont pu potentiellement les revendre et les utiliser, ils les diffusent gratuitement, souvent dans des forums, des sites, des lieux de discussion sur le web. Et on a parmi nos ennemis involontaires les moteurs de recherche qui peuvent les collecter et qui peuvent les mettre potentiellement en cache, donc dans des endroits qu'on peut retrouver parce qu'ils les ont imprimés, façon de parler, numériquement parlant.
Et les algorithmes potentiels peuvent les retrouver. Imaginons dans 4-5 ans des données de santé qui ont été, je prends les exemples des données de santé qu'on avait découvert l'année dernière, il y a 1 an et demi, 500 000 données de santé de Français. Eh bien, aujourd'hui encore, il suffit de taper un nom et un prénom et Google va pouvoir potentiellement les recracher comme ça. Et donc, ces algorithmes aussi peuvent éventuellement servir à collecter ce genre d'informations sans même qu'on sache, nous, utilisateurs de base, normal, qu'elles sont illicites. On a l'Epamiol dans le chat qui, au sujet des cyberattaques sur les hôpitaux, demande est-ce que on est absolument sûr qu'il y a aucun but politique? Alors, dans un but politique, Ça veut dire il y a quoi une quand on vise un revendication. hôpital? Ouais. Alors, c'est intéressant. Alors, dans la définition de ce qu'on appelle le terrorisme, c'est quand vous voulez susciter auprès de l'opinion publique un sentiment de terreur. Et donc, vous allez créer une occasion dramatique. Simplement, il va falloir l'amplifier, la mettre en scène. C'est ce qu'on a connu après les attentats de Paris, lorsqu'on a vu des sites internet de collectivités, de mairies, de départements, de comités départementaux de tourisme qui ont vu la page d'accueil de leur site remplacée par des appels au djihad. Il était évident que c'était pas techniquement très performant, c'était pas quelque chose de très complexe. Le but de ces affichages était de créer un sentiment d'insécurité de la part de gens qui étaient dans des territoires où, pensait-il, ils n'étaient pas en première ligne dans cet affrontement terroriste. Donc s'il y avait cette volonté-là, elle serait certainement précédée ou accompagnée d'éléments d'information, de communication, soit pour peut-être même stigmatiser le gouvernement en disant, vous voyez, ils sont défaillants, ils sont particulièrement inefficaces ou inopérants. Par contre, on a vu également cette arme cyber utilisée à l'encontre d'hôpitaux ou d'infrastructures critiques, évidemment dans le cas de conflits conventionnels, c'est-à-dire que dans les jours qui ont précédé l'arrivée des troupes russes sur le territoire ukrainien, là on a vu des déstabilisations d'établissements de santé, d'administration, parce que l'idée c'est de créer de la perturbation Avant même que la guerre démarre. Voilà, exactement. Vous créez un contexte de fragilisation, de perturbation, et là on est pleinement dans l'arsenal numérique mis au service d'une politique conventionnelle telle qu'on la connaît depuis que les humains se font la guerre. En Iran aussi, mais on va revenir là-dessus sur l'aspect géopolitique et sur la cyberguerre dans le monde en général. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Damien et Nicolas, ce que c'est Logbit? Parce que, si je dis pas de bêtises, ce sont eux qui ont cyberattaqué l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Thales également. C'est quoi en fait Logbit? C'est un procédé, c'est un groupe de pirates? Damien peut-être? Oui, c'est ça. Alors en fait, il faut d'abord que Logbit, c'est avant tout le nom d'un logiciel malveillant qui permet de faire de grosses bêtises dans un serveur, hein, le prendre en otage, mais aussi collecter des données, mais aussi avoir un espace qui va permettre de faire un service après-vente pour discuter. Mais Logbit, c'est aussi malheureusement des humains. Alors on ne sait pas véritablement le nombre véritablement caché derrière Logbit, hein. Ça fait plus de 3 ans qu'il existe, parce que ce nom, en tout cas cette marque, parce qu'ils l'ont vraiment mise en avant comme une marque, ça a été Logbit 1, puis Logbit 2, puis Logbit 3, et cetera, et cetera. Surtout que là, ils sont en train d'évoluer. Vu que l'un des grands, en tout cas, on va dire, peut-être l'un des bras droits de ce groupe a été arrêté, donc comme on le disait tout à l'heure, il y a un mois, au Canada. Ben voilà, hein, on a Il vient d'où? alors, C'est qui? c'était un Russo-Canadien qui vivait là-bas tranquillement, hein, pour dire, hein, il a été arrêté dans sa petite maison, il était assis sur son petit carton, avec son petit ordinateur sur ses genoux. Quand les policiers sont venus lui taper sur l'épaule, il était en train de regarder les victimes du jour. Voilà, on a des populations qui, donc Logbit, c'est clairement infiltrer, menacer et engranger de l'argent. Il y a plus de 170 groupes de ce genre-là en ce moment sur le web, tentant d'infiltrer et de menacer. Alors, soit pour nuire, perturber, voler de la donnée, ça c'est sûr, tenter de les revendre ou en tout cas de faire chanter les entreprises. Nicolas, Logbit, c'est pas spécifiquement un pays, un Non. État, il n'y a pas de frontières dans le Voilà, alors cyberespace. il faut pas concevoir ces organisations comme étant des organigrammes. Vous savez, comme comment dire, très structurés avec un chef, un directeur général adjoint, des Ouais. sous-directeurs et des structures pyramidales. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut le penser comme une nébuleuse avec des géographies qui peuvent effectivement évoluer. Pourquoi? Parce que c'est un privilège de l'attaque
attaquants de jouer sur les géographies. Vous évoquiez les frontières. C'est le fait effectivement que le fait d'être mobile, d'être disséminé sur des territoires distincts est un élément de sa protection. Pourquoi ? Parce que surtout dans les pays démocratiques, on va respecter le code de procédure pénale, c'est-à-dire les règles pour mettre en cause quelqu'un et éventuellement l'interpeller ou en tout cas le sanctionner. Il est évident que chaque pays étant maître de sa procédure pénale, plus vous faites du saut de frontière, en quelque sorte, vous essayez de mettre des barrières entre vous et vos victimes, effectivement, il leur faudra, dès lors qu'elles solliciteront des policiers, des gendarmes, des magistrats, frapper à chaque frontière, à chaque poste pour avoir une coopération policière, judiciaire, avec des problématiques parfois même de traduction, pour être sûr qu'on parle la même langue. Vous voyez que une des leçons pour les attaquants, c'est d'éviter déjà de se trouver dans le même pays que leurs victimes. Et comment vous expliquez le fait qu'il y ait de plus en plus d'attaques ? C'est simple, hein. Aujourd'hui, pour le voir sur certains lieux de discussion de pirates informatiques, le recrutement, d'abord, est malheureusement simplifié. L'argent ne semble pas être un véritable problème. Je prends juste un exemple. On parlait de Logbit, là, hein, d'ailleurs, avec Nicolas. Il y a quelques semaines, ils ont fait quand même un concours avec tatouez-vous et je vous donne de l'argent. Il y a 2 ans, il y avait d'autres groupes, dont un qui s'appelait Sodonicobi. Ils avaient fait un concours de poèmes. Voilà, on a $1 million, on vous le met sur la table. Donnez, écrivez des choses sur nous, voilà l'argent. Donc après, recruter, on prend l'exemple aussi d'un groupe, il y a maintenant 2 ans, qui quand même, en plein été, va boire quelques petites boissons avec des collègues qu'ils ont rencontrés, sauf qu'eux, ils étaient russes et qu'ils ont cherché tous les russophones qui travaillent chez Tesla. Et ils leur ont dit, voilà, on a 2 fois $500 000, ça vous intéresse ? On vous en donne d'abord une première partie avec une clé USB, vous la mettez dans l'ordinateur et vous aurez l'autre partie en versement. Voilà, c'est l'occasion qui fait le larron, c'est le recrutement, c'est de l'argent derrière. Hein. Il suffit de voir les arrestations. Quand je vois nos autorités qui travaillent énormément et quand on voit les arrestations, où quand même, il y a 2 ans, WeVile, on en reparlera peut-être tout à l'heure, parce qu'ils vont peut-être être libérés là incessamment sous peu, c'était quand même des matelas de billets. Moi, Manon, j'ai pas ça chez moi. Et c'est vrai que on a des individus quand même derrière ces organisations. Vous en avez une qui s'appelle Conti. Conti est une organisation criminelle, alors qu'on va qualifier d'essence russophone, qui avait donc une activité crapuleuse totalement conventionnelle. Et puis, il s'avère que les circonstances en Ukraine, des représentants, alors on ne peut pas dire des dirigeants, mais des représentants de Conti ont salué l'action de Vladimir Poutine, l'action de la Russie. Et en fait, sur ce, des participants, des membres de la communauté Conti se sont aperçus qu'ils étaient ukrainiens et qu'ils désapprouvaient la posture d'un certain nombre de leurs porte-parole. Et donc, vous avez des cybercriminels, manifestement ukrainiens, qui ont rendu publiques les coordonnées d'un certain nombre de pirates russes de l'organisation à laquelle ils appartenaient. Donc, vous voyez qu'on a quelquefois une confrontation très humaine, très en interne, politique, quoi. Voilà, qui va être liée avec des individus qui peuvent à un moment s'apprécier, des espèces de schismes. La même question qu'on a évoquée en termes d'organisation, c'est la structure en franchise, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous allez être intéressé par conduire une activité cybercriminelle, vous n'avez pas d'expertise technique, en fait, vous allez louer, exploiter un certain nombre de dispositifs fournis par l'éditeur, en quelque sorte, de ce logiciel malveillant. Et c'est vrai que par rapport, d'ailleurs, c'est ce qu'on évoquait avec les hôpitaux, un certain nombre de gestionnaires de ces sites de ces logiciels malveillants ont dit « Non, mais en fait, maintenant, j'aimerais bien qu'on agrée les cibles que vous envisagez d'attaquer, et donc il faudrait me demander l'autorisation, enfin en tout cas soumettre à validation la liste. » Bon, alors, il ne faut pas y voir un humanisme particulier de la part de ces gestionnaires de plateformes malveillantes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se sont aperçus que les hôpitaux publics ne payaient pas forcément, et donc quand votre but c'est de monétiser, c'est pas très rentable. Deuxièmement, que ça mobilisait quand même les agences gouvernementales. En France, elle s'appelle l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. En Allemagne, c'est le BSI. Enfin, chaque État a son agence nationale de sécurité. Donc, vous avez des têtes plutôt bien faites, motivées. Et puis, vous avez une opinion publique qui trouve quand même que vous êtes des gens détestables. Donc, pour au final pas gagner d'argent, l'annonce de dire oui, mais nous, on évitera de taper des établissements de santé, des hôpitaux. Bon, on peut douter en tout cas du caractère réel et effectif de ce type d'engagement solennel. Une question de Modarius. À quand une vraie politique cyber pour les hôpitaux français ?
Alors, il y a 350 millions d'euros qui ont été débloqués lors du Ségur de la santé. 350 millions d'euros dédiés à la cybersécurité, Damien. Il n'y en aura jamais assez, on se doute Ouais. bien, mais il y a déjà d'énormes efforts qui sont faits, hein. Que ça soit en formation, que ça soit en éducation, on le disait tout à l'heure. Le problème, c'est que si, ce grain de sable arrive à passer, il peut faire, de petits ou de très gros dégâts. Mais ça évolue, on le voit tous les jours, on voit des formations, on voit du personnel. On n'arrête pas de dire qu'il y a un gros problème de recrutement parce qu'il y a encore peu de population capable de pouvoir, travailler dans le monde de la cyber. Mais ça arrive, regardez le nombre de pôles cyber qui sont en train de se monter un peu partout en France. Voilà, aujourd'hui, on a un énorme problème, c'est qu'il y a encore 3 4 ans, les pirates informatiques ne communiquaient pas. Aujourd'hui, ils sont limite à plus communiquer que nous. Donc voilà, il faut pouvoir, malheureusement, ils sont pour le moment plus rapides. On est dans une espèce du jeu du chat et enfin voilà, du chat et de la souris, enfin ce que vous voulez. Ils ont malheureusement toujours cette toute petite longueur d'avance, donc plus on leur mettra des bâtons dans les roues, bah, la formation, plus on arrivera à les bloquer, et bien des autorités, plus on aura des professionnels de la, bah, voilà, Nicolas par exemple est là, mais plus il y aura des professionnels qui seront pour travailler, éduquer, faire comprendre. Ça avancera toujours. Voilà, c'est moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le milieu. Ça avance, croyez-moi. Mais effectivement, quand on se retrouve dans une cyberattaque, on se dit mais qu'est-ce qui se passe là? Effectivement, je suis d'accord. Alors effectivement, c'est 2 dimensions, techniques et humaines. L'un ne peut pas faire l'économie de l'autre. C'est-à-dire que si vous avez des outils techniques, mais pas d'humains pour les paramétrer, pour les piloter, pour les adapter, pour les enrichir, ça sert pas, c'est un peu vain. À l'inverse, si vous n'avez que des femmes, des hommes, même à la tête bien faite, mais que vous ne leur donnez pas d'outils, que vous ne pouvez pas monitorer, c'est-à-dire surveiller ce qui se passe et intervenir, c'est vain. Et donc, on voit bien que ça va marcher sur ces 2 jambes. Donc, recruter, c'est compliqué. Compliqué parce que, comme le dit Damien, on est sur des pénuries de compétences et donc tout le monde recrute. Administration civile de l'État, administration militaire, grandes entreprises, fournisseurs de services, organisation criminelle. Et ben donc ça fait de la concurrence. Et puis bah voilà, des outils. Faut partir de l'idée que une organisation petite, moyenne, grande, privée, publique, c'est une structure vivante. Dans une entreprise, vous avez des stagiaires, vous avez des CDD, vous avez des CDI, vous avez quelqu'un qui démissionne, vous avez quelqu'un qui est en arrêt maladie, c'est-à-dire il est encore là, mais il n'est pas là. Vous avez des sous-traitants, vous avez des partenaires, vous avez un moment où on va fusionner avec une entreprise, un moment où on va créer une nouvelle activité, etc., etc. Et donc, évidemment, c'est jamais une situation figée. Et c'est la raison pour laquelle il faut que l'environnement numérique, qui est bienvenu, il faut garder à l'esprit que c'est tout à fait heureux d'avoir cet épanouissement ou ce développement dans l'espace numérique. Il faut juste que les mesures de protection fonctionnent dans le même sens. En fait, il faut éviter le syndrome de la ligne Maginot. C'est la ligne Maginot, c'est un monument et une performance d'architecture, beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence sûrement pour construire cette édification. Et au final, le pirate, enfin en tout cas l'attaquant, a le privilège d'observer et de dire après tout, en contournant ce bâtiment massif, j'arriverai à mes fins. Une question intéressante de Synode. La cybersécurité, ça dépend de quel ministère? C'est une compétence de quel ministère, ça? Alors, en C'est France, l'intérieur, en c'est France, le... l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information est placée sous l'autorité du SGDSN. Alors ça, c'est un peu barbare comme sigle, ça veut dire Il y a secrétariat. Damien qui rigole. Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, et qui est sous l'autorité du Premier ministre. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'émanation d'une direction centrale de la sécurité des systèmes d'information. Et en 2009, on a créé cette agence. Alors, elle n'est pas autonome. C'est pas comme, par exemple, la Commission nationale informatique et liberté est une structure qui est indépendante. On parle d'autorité administrative indépendante. Là, elle est sous l'autorité. En clair, c'est le Premier ministre qui est le N+1 du directeur ou la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité. Et ensuite, on a... Alors ça, le rôle de l'ANSSI, c'est d'être défensif. Elle ne fait que de la protection, soit pour établir des recommandations, des évaluations techniques, contribuer à la documentation des législations. Et c'est par contre le ministère des Armées, au sein d'un ComCyber, un état-major, comme il y en a un de la Terre, de la mer, de l'air et de l'espace, pardon, de la Terre et de la mer, il y a un état-major cyber qui, lui, assure la dimension strictement militaire, offensive, défensive, comme une force armée à part entière. Est-ce qu'il y a des experts en cybersécurité ou
ou des hackers bienveillants dans le chat? Racontez-nous un petit peu, je vois pas mal de réactions. Je voulais peut-être vous faire réagir à une info. Il y a la Croix-Rouge aussi qui a été visée. Mm. Les victimes, pour le coup, ce sont des réfugiés. Plus de 500 000 personnes qui ont fui la guerre ou des régimes autoritaires. Là aussi, ce sont les données des réfugiés qui Alors ont ça peut été... être. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que ça peut avoir un potentiel intérêt politique de la part. Vous dites, ce sont des réfugiés. Si ce sont des réfugiés politiques, vous pouvez comprendre que des gens cherchent, des autorités des pays dont ils émanent, cherchent à avoir des informations sur qui est parti où, quels sont ceux qui sont encore peut-être présents sur le territoire national, qui est à l'extérieur. On a un vrai sujet, la Croix-Rouge internationale. C'est nouveau ça. Oui, grâce à Bouygues Télécom, tout le monde peut le flasher et t'envoyer un message. Ah, et moi je leur réponds en vidéo. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. National a fait une proposition il y a quelques semaines, justement s'inquiétant de ce type de piratage qui vise des organisations non gouvernementales et des organisations humanitaires. Alors il y a une réflexion qui a été conduite pour dire, en fait, alors évidemment, les attaques délibérées. Si évidemment quelqu'un veut spécifiquement s'attaquer à une ONG, il le fera parce qu'a priori il n'a pas les freins moraux ou sentimentaux qui le dissuaderaient. Par contre, on peut envisager que des attaques, comme c'est sûrement le cas d'ailleurs dans un certain nombre d'hôpitaux, sont conduites en toute ignorance. C'est-à-dire que parmi les victimes, il y a une ONG, il y a la Croix-Rouge internationale. Et donc il y a une réflexion pour dire, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des moyens techniques pour, un peu comme on a peint, alors ça fonctionne avec le Croissant Rouge pour les pays arabes, avec la Croix-Rouge, on a peint des symboles distinctifs sur des véhicules, sur un théâtre d'opération, pour que, en principe, le feu militaire n'atteigne pas, qu'on ne tire pas sur une ambulance, parce qu'il y a cette convention, dans le cadre de droit des conflits armés, qui donne un statut spécifique aux professionnels de santé. Donc on est en train de réfléchir à la question de se dire, alors ça pourrait être dans les noms de domaine, par exemple, vous savez, dans le Croix-Rouge, donc trouver un suffixe, donc il y a des propositions qui ont été faites par l'organisation internationale, éventuellement des éléments dans le code des sites internet, en tout cas d'essayer de trouver un moyen d'éviter l'accident bête, c'est-à-dire l'attaque involontaire non désirée de manière... Alors évidemment, ça obligerait à caractériser quelles sont les entités qui mériteraient cette protection, mais après tout, on pourrait, pour déjà un certain nombre d'entre elles, il pourrait y avoir un consensus pour envisager qu'elles ne soient pas la cible involontaire de cyberattaques tous azimuts. Damien, est-ce qu'on sait qui est derrière cette attaque de la Croix-Rouge ? J'ai lu qu'apparemment les techniques utilisées pouvaient laisser penser qu'il s'agirait d'un groupe affilié à un État. Voilà, tu as complètement trouvé la réponse. On pense que peut-être que c'est... On n'en sait rien. Ouais, On n'en sait on sait strictement pas. rien. On Moi, peut aujourd'hui, savoir? je connais des pirates chinois qui sont clairement pas en Chine. On connaît des pirates qui se disent biélorusses et qui sont belges. Voilà, aujourd'hui, dire et montrer du doigt précisément que cette attaque est lancée par un pays parce qu'ils veulent récupérer des informations, justement, comme disait Nicolas, hein, sur des réfugiés, etc., c'est très, très, très complexe. Et on a pas mal de pirates aussi qui aiment diffuser ce genre de fausses informations pour dire d'effacer un petit peu leurs traces, en tout cas mettre des contre-feux pour qu'on n'aille pas trop regarder de leur côté. Très complexe, c'est très compliqué parce que aujourd'hui... il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est intéressant, justement, cette idée de la Croix-Rouge, hein, de proposer, de dire, voilà, on va mettre un petit fanion pour dire aux pirates, non, non, ne nous attaquez pas. Oui, mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui cliquent. Voilà, cyberattaque. Nous, on est dans le click and play, ça clique et ça fonctionne. On a beaucoup de pirates qui sont dans le click and hack. Je clique et je vous pirate. Est-ce que la France a déjà cyberattaqué Alors, un autre pays? comme je vous l'ai dit, la France a la particularité, ce qui n'est par exemple pas le cas en Grande-Bretagne, de scinder l'offensif et le défensif. Pendant un certain nombre d'années, la France était très diserte sur la partie défensive. Elle était volontiers, vous aviez le directeur de l'Agence nationale de sécurité qui parlait volontiers du sujet. Simplement, quand on abordait la dimension
offensive, il y avait une espèce de voile pudique en disant non, ce sont des activités classifiées. Alors, on a, avec la création du COM-Cyber, l'état-major cyber dédié au sein du ministère des Armées. D'ailleurs, depuis 2 ans, on a même des cybercombattants qui défilent le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Il y a une unité qui Ah bon? défile, absolument. Est-ce que vous le saviez, ça, le chat? Ah ben voilà, si Moi, vous j'étais pas au regardez, courant. voilà, maintenant ça fait 2 ans. Alors c'est aussi un des critères pour recruter, parce qu'il faut aussi donner de la visibilité. Et donc effectivement, l'offensive, oui, c'est nécessaire. Surtout que la doctrine. Alors, faut concevoir que la guerre, c'est ce que, a priori, depuis qu'il y a 2 humains sur Terre, c'est ça, Damien, on se fait la guerre à peu près, peut-être au 3e. Mais je sais pas si on a attendu le 3e humain pour se faire la guerre, et qu'avant c'était un monde de paix et d'harmonie. Non, parce que Caïn et Abel, bon, si on y croit. Mais donc la question était de se dire, voilà, on a codifié le droit de la guerre. On a dit, voilà, ce qu'était un état de paix, un état de guerre. On a décidé ce qu'était le sort à réserver une population civile, le sort qu'on devait accorder à des officiers, par exemple. Bon, et donc, c'est vrai que la question du droit des conflits armés appliqué à l'univers cyber, ben là, il n'y a pas de front avant, il n'y a pas de front arrière, il n'y a pas d'état de paix, il n'y a pas d'état de guerre. Et en plus, il faut quand même le reconnaître, on a hélas constaté que l'arme cyber pouvait être utilisée entre alliés. C'est-à-dire des gens qui d'habitude sont des partenaires, et même au sein de la grande famille unie de l'Union européenne, c'est vrai que l'arme cyber peut être utilisée à des fins scientifiques, économiques, sociales, fiscales, c'est-à-dire qu'on récupère des secrets diplomatiques, et c'est un peu comme quand vous jouez aux cartes avec des amis, mais que vous avez un truc pour regarder leur jeu en même temps. Bon, en fait, vous y prenez goût, et puis, parce que vous trouvez que c'est quand même sympa, surtout si vous misez quelque argent, parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'effectivement, les Allemands, les Néerlandais, les Irlandais, on est tous concurrents au sein de la famille européenne. On est concurrents d'un point de vue fiscal, on est concurrents d'un point de vue social. Quand un emploi est créé de notre côté du Rhin, M. Macron, enfin le président de la République est content. Quand c'est de l'autre côté du Rhin, M. Scholz est content. Et donc on voit bien que c'est un sujet où chacun essaye de garder son expertise pour pouvoir ménager ses intérêts stratégiques. C'est intéressant de voir les rapports entre les cyberguerres et le contexte géopolitique. Et un Typiquement, il petit y a... détail, je me Oui, permettais, un tout petit oui. détail. Il y a 3 semaines maintenant, il y a un député russe qui s'est dit, tiens, on va communiquer sur les pirates qui souhaiteraient venir nous aider. Il a annoncé, il souhaiterait qu'une loi soit votée en Russie pour que tous les pirates russophones reçoivent un grade militaire. Comme ça, du coup, s'ils attaquent à l'étranger, eh bien, ils attaqueront comme militaires. Et rien que déjà de lancer cette petite information a déjà excité certains nationalistes russes, ou en tout cas jeunes pirates, qui se sont dit, tiens, en plus, je serai un soldat. Mais arrêter un pirate informatique dans un pays étranger, le français, le nôtre, par exemple, ou au Canada, etc., et que ce pirate dise, mais attendez, moi, je suis un soldat russe, on n'est plus du tout dans la même ambiance. Le contexte géopolitique mondial en ce moment, il est propice justement aux cyberattaques Il est propice, oui. Pourquoi ? Parce que le monde n'a jamais été autant dépendant du numérique pour fonctionner. et aussi divisé. Alors, ça c'est bien sûr, mais déjà le terrain de jeu fait que le numérique est un vecteur de de transmission d'informations. C'est un vecteur de partage d'informations. Transmission, pourquoi ? Parce que les gens se documentent avec leur smartphone, ils regardent sur les réseaux sociaux, ils ont des mises à disposition de vidéos. Ensuite, vous avez des systèmes d'armes qui sont dépendants du numérique pour fonctionner, c'est-à-dire s'assurer que le système de géolocalisation fonctionne, que le système d'approvisionnement en munitions fonctionne. De plus en plus, des théâtres, on a parlé de la numérisation de l'espace de bataille. Ça veut dire qu'effectivement, le combattant est de plus en plus irrigué par des systèmes d'information. Et ça crée une dépendance au bon fonctionnement, à la disponibilité des systèmes. Et c'est la raison pour laquelle, plus que jamais, c'est un des sujets. Sachant que, en plus, on va avoir des éléments connexes qui vont pouvoir être déstabilisés, que ce soit par exemple des marchés financiers, que ce soit des informations concernant telle ou telle personnalité ou sujet qui est un vecteur éventuellement de perturbation, de manifestation, de contestation au sein d'un pays. On l'a vu avec Cambridge Analytica, c'est-à-dire cette entreprise qui a été manifestement opérante dans la communauté Facebook aux États-Unis. Effectivement, son rôle, c'était de façonner, d'orienter les messages reçus par des gens qui avaient exprimé tel ou tel type de centre d'intérêt. Et voilà, en tout cas, alors après, est-ce qu'on peut lui attribuer la
totalité d'un scrutin, peut-être pas, mais elle a certainement contribué à coloriser, à façonner une partie de l'opinion publique. On a Koé 4491 qui dit les hackers russophones recevront un appartement T4. Oui, joli. Ok. Pourquoi pas? Alors après, ça c'est dans un scénario de victoire. On a bien compris que Ouais. voilà. Et le problème avec la guerre cyber, c'est qu'on peut pas à un moment décider qu'elle est terminée comme une armistice ou et puis qu'après on construit un arc de triomphe et on défile dessous triomphalement. C'est un combat de tous les instants et donc ce qui fait que le moment de la victoire qui mériterait les récompenses risque de tarder. Et est-ce que les cyberguerres, est-ce que le cyberespace peut perturber, influencer un terrain militaire, par exemple? On a vu, alors c'est intéressant parce qu'il y a eu le talk il n'y a pas très longtemps, vous avez parlé de l'Iran, où Oui, justement il y avait, c'était hier. oui, et où vous parliez justement Merci de. de nous avoir suivis, Damien. Mais je suis, il Je y a suis un mon, fan. il y a Je mon suis fan. live après sur Twitch, mais avant je regarde le talk, c'est Ah, tout. ben voilà, on te fera un raid alors. Mais plus sérieusement, oui, ça peut perturber des politiques. On l'a vu donc justement, ces jeunes femmes qui diffusent sur Instagram certaines vidéos, certains messages. On voit que les autorités saisissent les téléphones maintenant pour regarder ce qu'il y a dedans. Vous en parliez demain. Demain, c'était hier. Je suis dans Hier. le retour vers le futur. Et, C'est mais le justement, cyberespace c'est qui... ça. Ça peut perturber en tout cas des actions légèrement. On l'a vu avec ce terrible drame qui se passe avec la Russie et l'Ukraine, quand on voit quand même que la Russie n'avait pas de véritables cybersoldats comme on peut le penser. On voit que l'Ukraine, une semaine Ils ne disputent pas un match, ils rassemblent tout un peuple. Ils ne jouent pas au foot, ils font battre des cœurs. Crédit Agricole, partenaire majeur de l'équipe de France. C'est le retour de ceux qui viennent du ciel. Quel est ton plan? Notre maison est ici. Notre famille est ici. C'est ici que nous résisterons. Nous devons protéger notre peuple. Finissons-en. Ils ne disputent pas un match, ils rassemblent tout un peuple. Ils ne jouent pas au foot, ils font battre des cœurs. Crédit Agricole, partenaire majeur de l'équipe de France. après, par un ministre, demande de l'aide aux hackers internationaux pour venir les aider. Et aujourd'hui, quand on voit les... Pour moi, c'est des mercenaires 2.0, hein, les pirates qu'on peut voir, hein, Killnet et compagnie, hein, c'est en tout cas pro-russe, qui se regroupent sur des sites. Maintenant, ils ont même créé un site web où ils mettent leur logo, où ils vendent des NFT. Voilà, ça peut perturber. Non, je pense qu'aujourd'hui, on est surtout dans de la communication. Ça perturbe par contre quand ça lance des attaques pour bloquer. On a vu il y a 10 jours là l'Union européenne, on a vu ils ont attaqué la Maison Blanche, ils ont attaqué Starlink, ils ont attaqué même le roi d'Angleterre. Voilà, c'est aussi avant tout des gens qui testent. Alors ça, c'est pour la petite information comme ça, mais on a pas mal aussi qui continuent leur business dans le black market et dans cet espace un petit peu commercial entre ennemis d'hier, on redevient amis aujourd'hui parce qu'on a des choses à vendre, comme des cyberattaques. Alors, on a quand même documenté dans les conflits, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années, au-delà de l'actualité immédiate, on a vu des systèmes d'armes bloqués, on a vu des outils de géolocalisation, alors qui deviennent douteux. C'est-à-dire, est-ce qu'on est certain que quand on appuie sur le bouton, c'est bien à cet endroit-là que le missile va atterrir? Et donc, effectivement, on a des systèmes d'armes, il y a même bien longtemps, le système du ministère des Armées français avait été déstabilisé par un ver informatique qui s'appelait Conficker, parce qu'il y a voilà, on a quand même des réalités. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les systèmes d'armes, les organisations militaires s'appuient aussi sur des logiciels, alors sinon grand public, en tout cas qui ne sont pas forcément spécifiquement conçus et rédigés pour leur usage propre. Et donc, ça veut dire que les pirates cherchent à se faire la main et peuvent éventuellement, surtout que là, quand on a des moyens de puissance étatique, conduire des actions. Et donc, aujourd'hui, c'est un vrai sujet de résilience. Qu'est-ce que c'est que la résilience? C'est quand vous ne pouvez pas empêcher un traumatisme, mais vous faites en sorte de vous mettre en position d'en réduire les effets et de revenir à une situation normale dans les meilleurs délais. Voilà, comment est-ce qu'on fonctionne dans un univers dégradé? Comment est-ce qu'on fonctionne quand le GPS ne fonctionne pas, quand le système de communication est défaillant ou suspect, c'est-à-dire qu'on a des doutes quant à la confidentialité des échanges. Aujourd'hui, c'est une grosse partie quand même de l'exercice pour fonctionner dans un univers dégradé, ce qui est aujourd'hui possible parce que, on l'a vu, et c'est la raison pour
pour laquelle les pays, alors la France l'a fait, l'Union européenne l'a fait, mais maintenant les États-Unis, le président Trump et ensuite, Barack Obama, président Trump et Joe Biden ont prononcé ce qu'on appelle des executive orders, c'est-à-dire des textes qui structurent donc la réglementation aux États-Unis sur les infrastructures critiques. C'est-à-dire qu'elles ont beau être éminemment civiles, on considère que si elles étaient défaillantes, par effet de cascade, elles pourraient déstabiliser un pays. Je l'ai testé pour vous tout à l'heure avec l'absence d'électricité. Des gens tout à fait civils, aimables, plaisants, dans un univers urbain de bonne tenue, dirons-nous, perdent une partie de leur bonne éducation, de leur sang-froid et de leur instinct de conservation dans ces circonstances. Donc il est évident que si vous voulez déstabiliser une communauté, la prolongation de ce type de dysfonctionnement peut constituer la création d'un terrain favorable à des opérations de déstabilisation. La guerre en Ukraine a changé la donne. Elle a surtout, de mon côté, de mon point de vue, de ce que moi j'en analyse et ce que j'en vois, elle a surtout changé la donne dans des ambiances de pirates informatiques qui, avant février, travaillaient ensemble. Pirates russes, ukrainiens, etc., travaillaient ensemble dans des malveillances numériques. Ils se sont un petit peu décrochés de leur camaraderie malveillante ensuite, même si on voit certains groupes se reformer aujourd'hui sous forme de forums, etc. En tout cas, elle a changé la donne sur enfin une compréhension de se dire « Ah, donc aujourd'hui, bloquer même 30 minutes un grand complexe industriel, l'Union européenne, le Vatican a été attaqué, on se rend compte qu'il faut quand même avoir une réflexion sur comment l'éviter et si ça arrive, comment la bloquer. Et il y a un moment aussi se dire comment répondre. Parce que laisser faire, c'est laisser aussi pas mal de gens se dire oh bah personne ne bouge, continuons. Donc je pense aussi qu'à un moment, il faut être capable de répondre, de dire stop. Nicolas Nicolas doute Non, de la je me riposte. permets. Non, je m'interrogeais. En fait, il faut garder à l'esprit la singularité de ce conflit. Parce qu'on ne peut pas, d'un point de vue cyber, alors déjà dans le domaine militaire conventionnel, mais qui est moins mon domaine, donc je ne m'exprimerai pas dessus, mais dans le domaine cyber, on est aussi dans un domaine de la discrétion et de la dissimulation. Il ne faut pas aborder l'affrontement russo-ukrainien comme étant un affrontement strictement russe et strictement ukrainien. Je veux dire par là, c'est qu'il est vraisemblable que l'Ukraine bénéficie de toute l'expertise occidentale avec un grand O, c'est-à-dire américaine. Quand vous avez, c'est un peu comme si vous deviez jouer une partie. L'Ukraine est un pays avec de très belles qualités, certainement. Mais quand vous avez en back-office la NSA, les grands acteurs du numérique, c'est-à-dire qui ont officiellement exprimé, c'est-à-dire un bout de GAFAM, qui ont quand même expliqué leur soutien à la cause ukrainienne, que vous avez toute la logistique du renseignement, de la communauté, ce qu'on appelle la communauté du renseignement des États-Unis d'Amérique, plus l'apport occidental européen quand même, qui apporte des moyens, et notamment avec d'autres, les pays baltes, avec la Pologne qui a tout de suite commencé à proposer une assistance en disant si demain il y a un envahissement du territoire, nous assurerons la continuité numérique du gouvernement, un peu comme le gouvernement de Londres, version Deuxième Guerre mondiale, mais on assurera la disponibilité, la continuité numérique du gouvernement ukrainien originel. Donc voilà, c'est pas une guerre de 1 contre 1, il y a des bonnes fées, avec du renseignement notamment, avec de la continuité de réseau, d'assurer des disponibilités. On évoquait le cas de la constellation Starlink. À partir du moment où Elon Musk décide de déplacer la constellation Starlink, donc la constellation satellitaire au-dessus de l'Ukraine, il ruine une partie de la stratégie russe de destruction des infrastructures au sol qui aurait dû rendre aveugle et muet l'Ukraine. Et donc, voilà, ça s'est décidé par un tweet venant d'un vice-ministre ukrainien, une décision d'Elon Musk de déplacer, et ça a fonctionné. Bon, après, Elon Musk s'est interrogé à haute voix sur le coût de cette affaire et sa durée, et après, il est revenu et il a dit qu'après tout, ça valait la peine et que bon, c'était pas si cher. Mais voilà, il y a certainement des alliés dans l'ombre, alors que sur un théâtre d'opération, quand vous avez des personnels, alors voilà, on peut plus facilement repérer, distinguer. On voit bien les équipements militaires quand les canons César français ont été arrivés sur le théâtre d'opération, on les voit, voilà, avec des satellites. Les Russes peuvent ne pas douter du fait qu'il y a cet abondement logistique. Quelle a été la cyberattaque la plus spectaculaire ? Jusqu'où ça peut aller ? Enfin, en tout cas, celle qui vous a le plus marqué, C'est celle de demain ?
C'est celle de demain parce qu'il y en a en fait, le terme spectaculaire est compliqué, en fait, à se dire. Quelle est si je réfléchis là très, 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 Ouais, très enfin rapidement, la plus poussée, la plus grave, la plus bah, moi, pour moi, en fait, elles sont toutes graves dans la condition où si les pirates ont réussi à mettre la main, par exemple, sur des ressources humaines, voilà, le service ressources humaines d'une PME ou d'une énorme entreprise, pour moi, elle est excessivement grave parce que attaquer un site internet, bon, OK. S'infiltrer dans un ordinateur, bon, OK. Le bloquer, pourquoi pas? Oui, mais voler les données de personnes qui n'ont rien demandé, sachant que ces données sont définitivement perdues. Je vais juste vous donner un exemple. J'ai eu la chance de pouvoir travailler un certain temps au Canada dans lequel j'ai dû faire un visa. Ce visa, j'ai dû donner mes informations à l'avocat, au comptable, etc., etc. Si ces gens-là sont attaqués, piratés, on leur vole les données, on va donner mes données, mes propres données, mais aussi celles de ma famille, parce que j'ai dû les fournir. Je vois des ressources humaines qui sont pillées et ensuite distribuées comme ça, comme si c'était des petits pains ou des chocolatines, ça dépend de votre zone géographique. Mais le problème, ces données, c'est que, eh bien, moi, j'ai pas l'intention de voir ma femme, mes enfants, mes vacances. Vous, je pense que c'est exactement pareil. Pour moi, elles sont toutes dramatiques du moment où ça va toucher des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça. Je prends juste un exemple du groupe Maisy, que je connaissais malheureusement trop bien, qui ont pris leur retraite il y a 2 ans. Le pirate en chef disait, mais moi c'est simple, ok, il y a les parents d'un des employés dont la société, on a réussi à l'infiltrer. Ah bah tant pis, ils n'avaient qu'à pas être là. Ils ont dans leur tête, c'est juste du business, rien de personnel. Et il est là le dramatique. Alors évidemment, quelquefois, le Nicolas. spectaculaire pour un salarié de PME ou un dirigeant de PME, si ça conduit à l'arrêt de son activité, à la destruction de son activité, pour lui, ce sera très spectaculaire, même si ça ne fait pas la une des journaux. Ensuite, on a des attaques qui sont spectaculaires, mais qui peuvent être très... moi, je suis toujours étonné par les qualités d'ingénierie. C'est pas forcément quelque chose de brutal, mais quelque chose de malin. Je reconnais un peu si c'est la différence quand vous faites braquer dans la rue, quelqu'un vous menace d'une arme de manière un peu primaire, et celui qui vous fera les poches sans haine ni violence, comme disait l'autre, et de manière... Bon, ça c'est spectaculaire. Et la dernière particularité, c'est le caractère asymétrique. Le judo, un individu, des petits groupes peuvent déstabiliser de très grandes entités, puissantes en nombre de personnel, en capacité financière. Une des caractéristiques, c'est qu'on n'est pas dans une logique d'affrontement. Vous savez ce qu'on appelle la guerre napoléonienne. Vous prenez la plaine de Waterloo en Belgique, vous mettez les deux armées en ligne, à l'heure dite et au commandement commun, ils se rentrent dedans, et puis un peu comme dans un... Voilà, et puis après, vous regardez combien de personnes restent debout. Là, c'est... C'est nouveau ça. Oui, grâce à Bouygues Télécom, tout le monde peut le flasher et t'envoyer un message. Ah, et moi je leur réponds en vidéo. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Faites confiance à votre instinct. Avec le nouveau Gillette Labs, sa barre exfoliante unique élimine les impuretés et prépare la peau pour un rasage exfoliant sans effort, en un passage. Quand on est en confiance, on va plus loin. Gillette Labs, garantie à vie. Il ne dispute pas un match, il rassemble tout un peuple. Ils ne jouent pas au foot, ils font battre des cœurs. Crédit Agricole, partenaire majeur de l'équipe de France. L'opposé de ce schéma-là, c'est-à-dire ça donne une prime à la vélocité, à la créativité, à l'antériorité. Ça restaure la logique de guérilla, c'est-à-dire où par un harcèlement disparate, on peut conduire des opérations de déstabilisation avec des moyens plus limités, des effectifs plus réduits et effectivement une capacité de réactivité qui sera moins familière des grandes organisations. Mais il est 19h01. On a quand même les Pamioles qui dit: vous n'avez pas parlé de Kevin Mitnick. Oh, oh oui, mais si on commence à aller dans le Moyen-Âge des On est pirates. On est trop jeunes, on est trop jeunes. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un pirate américain? Qu'est-ce qu'il a piraté? En Ouais, 2 mots. c'était le premier médiatisé. En fait, il s'appelait le Condor en un seul mot. Et il avait réussi à infiltrer des autorités américaines par le social engineering. En gros, tu Oula. téléphones. Oui, alors en gros, je téléphone à Manon et je me fais passer pour la direction de l'antenne. Et je lui dis, bah voilà, on a perdu ta carte bancaire. Est-ce que tu peux nous la redonner? Et parce qu'on a été efficace, tu nous l'as donnée. Grosso modo.
Après voilà, Voilà. en fait, ça c'est un peu la génération, pour les cinéphiles, Wargames, c'est-à-dire où, il y avait cette performance, il y avait cette, alors je ne veux pas dire romantisme parce que ça reste des activités illégales, donc faut pas non plus, enjoliver la situation. Mais, effectivement et puis par la suite, alors il a été sanctionné, il a été condamné, mais par la suite il existe toujours, il est toujours en vie à ma connaissance et Oui, oui. d'ailleurs Il est toujours en vie. Il a une il écrit société des en livres, plus de voilà, il écrit des cybersécurité. livres et voilà, il écrit des livres et il a vocation à entretenir la réputation de cette époque-là. C'est vrai que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il y avait un côté. Alors, est-ce que Robin des Bois, peut-être pas, c'est pas Brigand au grand cœur non plus, parce qu'il ne faut pas survaloriser mais la démarche. Mais voilà, on a offert aujourd'hui quelque chose qui a gagné en brutalité, qui a gagné comment dire, en puissance, en impact, en ingénierie. Donc, effectivement, ça marque une époque, mais c'est aujourd'hui peu représentatif de ce que représente la cybercriminalité constatée à l'échelle de la planète. Merci à vous. Synode dans le chat qui dit Manon, méfie-toi du prochain appel de la direction de France C'est Info ça. que tu reçois. Mais non. Merci à vous. Peut-être si vous aviez un conseil à donner, aller aux particuliers pour se protéger, Oh, bah, c'est simple, Damien. je pense que l'hygiène numérique n'est pas un terme à prendre au-dessus de la lettre. Faites attention, ne soyez pas paranoïaque, soyez aussi prudent que quand vous êtes en voiture ou à vélo sur la route, même quand il n'y a pas de lumière.